monde d'à peu près. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Monde d'à peu près, un podcast qui vous est proposé par Artemus. Artemus qui a pour ambition de construire un pont du monde de l'information vers celui de la connaissance. Artemus que vous pouvez retrouver sur les réseaux habituels. À la présentation, votre serviteur Nicolas, accompagné comme il se doit par Hugues et Lamine. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous recevons Verlaine Urbain, c'est son vrai nom. Bonjour Verlaine. Bonjour. Alors Verlaine, en 2011, vous avez fondé la ASBL Rosanesco, c'est ça? Rosanesco. Rosanesco. C'est une ASBL qui développait des activités dans une logique d'économie sociale et d'éducation permanente. Et pour renforcer cet engagement, notamment pour la protection des enfants, en 2019, l'ASBL est devenue l'antenne officielle belge de Innocence en danger. Et depuis l'an dernier, l'association a pris le nom d'Innocence en danger Belgique. C'est bien ça? Exactement. J'ai tout bon? Tout bon. Ok, super. Donc, Innocence en danger Belgique est une organisation dédiée à la protection des enfants contre les violences sexuelles et l'hypersexualisation des enfants. Donc, c'est un mouvement international qui est engagé dans la lutte contre toutes les formes de violence faites aux plus jeunes. Et vous pouvez retrouver notamment à l'international plein d'informations sur innocenceendanger.org. Alors, il y a un gros sujet qui est là depuis un moment, c'est ce qu'on appelle l'EVRAS. C'est ça. Donc l'EVRAS, c'est l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Alors, où en êtes-vous, vous, avec l'EVRAS, sachant que vous n'êtes pas complètement contre cette idée à la base, c'est juste? Oui, tout à fait. À la base, en fait, les valeurs de base de l'EVRAS sont bonnes. Hein. C'est soutenir qu'il est important d'éduquer les enfants pour le respect de tous, de prévenir des violences sexuelles. Et donc, jusque-là, tout va bien. Après, ce qui nous pose problème, c'est depuis 2023. En fait, c'est fin 2022, la première mouture du guide pour l'EVRAS sort, et on se rend compte. Et donc, d'abord, qu'est-ce que c'est le guide pour l'EVRAS? C'est un référentiel destiné aux professionnels. Et ce que les responsables ne disent jamais, c'est que c'est pour s'adresser aux enfants. Et donc, quand on retrouve, c'est un guide qui est plutôt au niveau de la forme très bien fait, hein, ça fonctionne par classe d'âge. Donc c'est 5, 8 ans, 9, 11 ans. Et donc si un enfant pose une question à 9 ans sur la pornographie, parce qu'un enfant pourrait vivre finalement une forme aurait pu être dévoyé ou donc a vu en fait des images, s'il pose une question, eh bien le professionnel, l'animateur EVRAS, va se baser sur le guide pour répondre à l'enfant. Ce qui est plutôt une bonne idée de finalement... Un peu comme dans un call center. En fait, non, ça permet justement d'éviter que les animateurs fonctionnent en roue libre et ont tous le même référentiel, quel que soit le nom de l'association, ce qui est, je trouve, une bonne chose, en fait. Donc jusque-là, tout va bien. Et jusque-là, tout va bien. Et à quel moment ça ne va pas bien? Quel est le problème avec ce guide EVRAS? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien la thématique, fin 2022, il y a eu un premier tollé. Et donc, c'est positif parce que c'est des professionnels de la santé, des pédopsychiatres et compagnie, qui ont marqué leur désaccord, puisque, en fait, il y a une série d'éléments dans le guide qui contrevient au développement de l'enfant et qui contrevient aussi aux droits concernant les enfants et les parents. Et donc, un simple exemple pour ce qui avait fait un tollé en fin 2022, il était marqué, page 191 du guide, que dès l'âge de 9 ans, on peut expliquer aux enfants qu'il faut reconnaître que l'envoi de photos de nus est excitant et donc on peut les envoyer, mais seulement avec le consentement. Et donc, en fait, le droit interdit complètement ça. Il y a une forme d'incitation à la débauche, en fait. Parce que l'enfant, à cet âge-là, même à l'âge de 12 ans, n'a pas le consentement sur de telles questions. Oui, mais alors, si on pourrait revenir un peu en arrière, sur quoi se base en fait l'EVRAS pour pondre ce guide? C'est une très bonne question. Et qui a pondu l'EVRAS? Donc en Belgique, ceux qui ont créé le guide pour l'EVRAS, les rédacteurs, ce sont 2 associations. La plus grosse, c'est la Fédération des centres de planning familial, et la seconde, c'est une petite association qui s'appelle OIS Sex and Fun ASBL. Et
Et eux, en fait, ont des très bons arguments pour dire qu'ils ne sont pas les seuls, puisqu'ils ont fait, finalement, d'après eux, ils ont été soutenus par 160 professionnels, par plein d'associations reconnues pour la protection des enfants ou concernées par rapport aux enfants. Et donc, voilà, c'est la réponse. Mais je vous attendais sur autre chose. C'est pas l'OMS qui a commencé? Alors voilà, eux, donc ils sont très clairs pour rédiger le guide pour les VRAS. Et donc c'est un point positif, c'est qu'ils sont très transparents dans tout ce qu'ils font. Oui. Donc ils expliquent que, premièrement, ils se sont basés sur une étude qu'ils ont eux-mêmes produite sur plus de mémoire, ça il faudra vérifier, mais genre 385 élèves qu'ils ont questionnés, et selon les réponses, c'est ce qui a nourri le guide. Ça, c'est la première chose. Et on pourra y revenir parce que ce narratif est très, très spécial, puisqu'on n'arrive pas à obtenir cette étude. Donc il y a un problème par rapport à cette histoire de on est transparent et en même temps on ne donne pas tout. Et pour répondre à ta question, de fait, ils le disent, voilà, notre guide, on se base sur les standards de l'éducation sexuelle en Europe fait par l'OMS, qui a été diffusé en 2010. Il se base sur la littérature qui s'appelle les droits sexuels de l'IPPF, donc c'est le planning familial international. Et il se base aussi sur une production de l'UNESCO. C'est vraiment C'est la base du travail. C'est la base, c'est de là qu'il s'inspire, et on peut voir de fait des copier-coller sur les tableaux, notamment. De tableaux, effectivement, de recommandations de l'OMS qui se retrouvent dans le guide pour les VRAS avec une diminution de l'âge. Oui, c'est ça. Donc de 0 à 3, quelles sont les recommandations et les manières d'aborder le sujet sexuel avec les enfants et comment explorer leur sexualité, etc. Tout ça a été mis dans des tableaux. Alors, dans le guide pour les VRAS, ça démarre à partir de 5 ans. Ok, ils ne le font pas de 0 à... Non, ils ne le font pas en dessous de ça. Par contre, par exemple, dans le guide pour les VRAS, ils mentionnent qu'à l'âge de 12 ans, ils peuvent apprendre le consentement dans des relations sexuelles de nature transactionnelle. Et donc, ils sont très précis parce qu'ils mettent On pourrait définir de nature transactionnelle. Voilà, ils sont très précis parce qu'ils mettent entre parenthèses donc prostitution, escorte. À 12 ans À 12 ans. Échange. Je le ressors, je l'ai. Allez. Parce que là, celui-là, je n'en ai plus parlé depuis longtemps. Prostitution, escorte, accompagnement sexuel, mais aussi en échange de petits cadeaux, repas, sorties, petites sommes d'argent. Wow. Page 197. Et donc, à l'OMS, c'est à partir de 14 ans qui propose ça. Ah, ça va. D'accord. 14 ans, ça va. Alors, 14 ans, on a le droit. On en connaît d'autres à 14 ans qui ont fait plein de choses. Et d'ailleurs, au niveau de la psychologie du développement de l'enfant, c'est très grave. Et dans le cas concret, dans le réel, en fait, c'est aussi très grave, puisqu'en fait, on va banaliser finalement une forme, on va banaliser la prostitution. Alors qu'aujourd'hui, par exemple sur Bruxelles, moi j'ai des retours des services de l'aide à la jeunesse qui me disent on est dépassé par des situations où des gamines se vendent pour une trottinette. Et à côté de ça, on a un guide qui en fait banalise la prostitution. Parce qu'en fait, moi j'ai pas vraiment 12 ans, ça me semble quand même jeune, mais on pourrait parler d'interdit en fait. D'interdits en lien avec la prostitution et ce genre de choses, on prend encore le débattre, mais là, on n'est pas du tout dans l'interdit. Hein. Ici, on est dans la possibilité de consentement. Clairement. Oui. Clairement. Parce que dans les milieux alternatifs, il y a quand même des personnes en vue ou des organismes qui vont plus loin que ça en expliquant, pour ne pas le citer, j'ai vu une vidéo dernièrement de Jean-Dominique Michel qui a fait une vidéo qui s'appelle « Les origines pédocriminelles du programme Evras ». Donc oui, parce qu'il revient, et d'ailleurs on l'a reçu dans l'émission, sur les travaux notamment développés par Ariane Biéran, et même avant par Marion Sigaud, tout à fait. Qui eux ont fait le travail en fait. Tout ça vient d'Alfred Kinsey, et ils ont été creusés avec notamment les travaux de Judith Reichmann, qui expliquent comment Kinsey en est arrivé à ses conclusions. Et de là a découlé ce qui s'appelle les droits sexuels, qui sont en fait une pure escroquerie.
Moi, je vais aller plus loin parce que dans l'OMS a même sorti un guide, donc c'est de 0 à 3, si je me rappelle bien, c'est un vieux souvenir. Ouais, donc c'est en 2010. C'est des standards. Exactement. Sexuelle en Europe. Et on leur a appris de 0 à 3, on leur apprend à se masturber. Quoi. C'est écrit noir sur blanc. En fait, il est donc 0-4 ans de mémoire. Il est écrit qu'ils peuvent parler, donc éduquer les enfants sur la question de la masturbation infantile. Oui. Mais ils disent pas donc c'est une interprétation si on dit qu'ils les apprennent à se masturber. Mais en attendant, en fait, d'utiliser un langage, une terminologie de sexualité en fait de type adulte est clairement extrêmement problématique dans un contexte d'éducation aux enfants, puisque les enfants à cet âge-là n'ont pas de sexualité. Et donc, on entrave déjà là, en fait, on crée une confusion chez les professionnels de la santé et on peut traumatiser les enfants sur ces questions-là. C'est pas une sorte d'effraction ? Oui, complètement. En fait, si un enfant, à cet âge-là, en fait, on commence à lui parler de sexualité, une sexualité qui s'apparente à une sexualité en fait adulte, eh bien à partir du moment où ces enfants n'ont pas la maturité psychosociale, psychoaffective, à élaborer psychiquement ce qui est dit, parce que, comme je viens de le dire, il n'a pas la maturité, eh bien on crée une blessure psychique. Et donc c'est ce qu'on appelle, c'est ce que Maurice Berger appelle une effraction du psychisme chez l'enfant. Et donc ça peut avoir diverses conséquences, dont notamment en fait, justement des troubles de la sexualité quand il grandit, en fait toute une série de pathologies. Il peut avoir des troubles anxieux, troubles du sommeil, etc. Okay. Donc en fait on essaye d'inculquer aux enfants des réponses à des questions qui ne se posent pas. Moi, en fait, au début, quand j'ai démarré sur cette thématique, pour revenir justement à fin 2022, plusieurs parents et professionnels me contactent en disant, voilà, on a un guide, il est très interpellant, on aimerait bien avoir votre analyse. Donc nous, à la base, on ne connaissait pas du tout cette thématique parce qu'on était plutôt spécialisé dans la problématique des violences sexuelles intrafamiliales. Donc on a passé en revue le guide. Et de fait, il y a énormément d'éléments qui peuvent effracter le psychisme de l'enfant. Et donc, à ce moment-là, nous, on a commencé à expliquer et on a contacté les institutions concernées pour dire stop, en fait, là, on garantit que si on valide ce genre de travaux, il va y avoir des dérives. Et donc, on allait fort dans le sens du poil, où on prenait beaucoup de réserves, on était beaucoup dans le dialogue, et puis on a eu beaucoup de problèmes suite à ça. Et aujourd'hui, en fait, quand on revient justement, et c'est avec les travaux d'Ariane Billerand et compagnie, eh bien, de fait, on peut dire qu'il y a un agenda politique qui vient du dessus et qui vise à abîmer les familles. Et si moi, parce que c'est très difficile, je trouve, et je ne me lancerai pas là-dedans, mais de faire le lien entre Kinsey et l'Evras, c'est un peu pénible. Hein. Il y a Kinsey, puis il y a Siecus, et puis de Siecus, c'est l'OMS, et puis l'OMS, Evras. Et donc, c'est un peu pénible pour retracer toutes les personnes. Oui, oui. Mais en fait, maintenant, on a eu les derniers travaux de Thibaut Kerlirzin, qui a offert ses travaux au collectif Maman Louve. Et ça, je recommande à tous les auditeurs d'aller voir. C'est en 2 clics sur Internet. On trouve ces travaux qui ont été faits sur les standards de l'éducation sexuelle de l'OMS. Et en fait, Thibaut Kerlirzin s'est amusé à reprendre toutes les notes de bas de page et à voir qui sont ces gens. Qui est identifié. Et là, en fait, noir sur blanc, il a identifié des personnes qui ont été citées et qui ont clairement, depuis les années 70, des propos pro-pédophiles. Noir sur blanc, on peut retrouver ça. À partir du moment où moi, parce que j'aime bien me baser que sur des éléments factuels pour dire ce qui ne va pas. Okay. Et donc ici, on ne doit pas commencer à venir jusqu'à Kinsey pour parler du fait que l'Evras actuel, il y a un gros malaise en fait. Hein. Ici, on est avec l'OMS qui fait des recommandations qui sont reprises par l'Evras. Et quand on regarde les recommandations de l'OMS, les personnes qu'on cite, eh bien, certains sont des pédophiles. Bon, à ce moment-là, ça va être dur de dire oui, on n'a pas fait exprès. Le loup est dans la bergerie. Mais est-ce que l'Evras, c'est pas un peu la partie immergée de l'iceberg d'une histoire qui est très longue et qui est presque institutionnalisée sur la pédophilie? Ce que je veux dire, c'est qu'on a le sentiment, des fois, c'est un peu comme la drogue. On lutte contre la drogue, mais ça fait partie du système. On a l'impression que c'est très ancré depuis très longtemps.
Et que c'est pas un combat perdu d'avance, mais c'est très très compliqué. Et que ça concerne des gens des fois très très bien placés. Alors c'est compliqué. Moi, en fait, actuellement, comme je le dis, pour travailler, pour sensibiliser le grand public, pour faire respecter les droits de l'enfant, je me base que sur des éléments qui sont matériels, qu'on peut voir. Et ici, jusqu'à présent, je me pose la question de quelles sont les pressions que peuvent subir les politiques pour persister dans les VRAS actuels. Je n'ai pas encore d'éléments de réponse concrets, mis à part les lobbies connus. Et donc, je pense, par exemple, à la Fédération des centres de planning familial. C'est un lobby connu, mais mis à part cette fédération et leurs partenaires, j'ai pas d'éléments. Bon, après, on sait que l'OMS peut faire des pressions, mais actuellement, je n'ai jamais vu encore dans la presse ou quelque part des membres de l'OMS qui viennent voir Georges-Louis Boucher en disant voilà, il faut plus d'EVRAS. Je n'ai pas ces éléments-là. J'ai une question par rapport à ça. Quand vous parlez des institutions qui poussent cet agenda de l'EVRAST, est-ce qu'on sait qui les finance? Alors, suivre l'argent aussi. Il faut suivre l'argent. Et on peut se poser la question avec USAID. Est-ce qu'ils vont continuer à avoir autant de pognon? C'est une vraie question que je me pose. Ouais. Je ne sais pas, j'ai pas la réponse. Donc ça par rapport à l'USAID... Il faudra préciser l'affaire du USAID parce qu'il y a quand même encore énormément de gens qui ne sont pas du tout au courant. L'USAID, c'est en gros les États-Unis qui, à travers... C'est l'aide au développement. Voilà, de l'aide au développement, a financé pas mal d'ONG. L'aide étrangère. Étrangères et même des chaînes de télévision. Créé sous Kennedy déjà, donc c'est pas tout neuf. C'est pas tout neuf du tout. Et donc depuis que Trump a pris le pouvoir, il a mis à son service M. Trump, qui a créé le Dodge. Et dans le Dodge, ils épluchent. Musk. C'est Musk. Oui. T'as dit Trump, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Des fois, on les confond. Oui, c'est normal. C'est presque la même chose. Il y en a un qui a les cheveux jaunes et l'autre pas. Non, mais pour en revenir à ce que je disais, donc ils ont fait une audit et là, ils ont commencé à trouver de l'argent qui partait à droite à gauche sans justification. Et notamment, on sait qu'ils ont utilisé cet argent pour financer des grandes chaînes comme la BBC, par exemple. Allez vous renseigner. On pourra peut-être faire une émission là-dessus avec un invité qui s'y connaît très bien. Mais voilà. Est-ce que vous avez fait pour en revenir à ma question, est-ce que vous avez fait dans votre ONG ou association une recherche sur les financements en fait, de ces associations, j'arrive à le dire, qui font la promotion de l'EVRAS, entre autres? Alors, les seuls éléments que j'ai par rapport à la Fédération des centres de planning familial, c'est qu'ils sont financés par l'État. Mais je vais dire, à la base, l'EVRAS n'est qu'une des branches de leur mission. Donc, et à nouveau, en fait, je pense réellement que les subsides qu'ils ont, ils les ont de manière tout à fait transparente, comme moi j'ai eu des subsides en remplissant les bonnes cases, et puis c'est tout. Après, je n'ai pas d'éléments qui diraient que Klaus, pas spécialement lui, celui qui a fait Open Society, George Soros, Bill Gates et compagnie, ils les financent, et je n'ai pas d'éléments là-dessus. Mais vous qui êtes sur le terrain en prise directe avec ces sujets-là, est-ce que vous avez des pressions parfois? Est-ce que vous sentez, ou alors est-ce que vous voyez à quel niveau ça bloque, qui bloque, ou qu'est-ce qui bloque, à quel moment c'est vraiment coincé et on ne peut pas aller plus loin? Alors, je vais vous le dire, en fait, nous, à la base, quand moi j'ai développé notre association sur la protection des enfants contre les violences, eh bien, j'avais moi-même comme fil rouge de ne pas parler, de ne pas travailler sur le sujet des réseaux pédocriminels, parce qu'en Belgique, c'est compliqué. Maintenant, ça commence à évoluer, on peut commencer plus facilement à en parler, mais donc j'avais cette ligne-là. J'ai pu créer pas mal de partenariats d'ailleurs avec le milieu institutionnel pendant cette période-là, et quand il y a eu le tollé par rapport à l'EVRAS, mon équipe m'a demandé qu'on prenne ce sujet-là, et je leur dis, voilà, il y a l'OMS qui est derrière. Si on touche à ça, on franchit cette fameuse ligne rouge et invisible, et il va y avoir des personnes qui ont des leviers qui vont nous mettre pas bien. Et donc, c'est arrivé. Et donc, c'est arrivé, clairement. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini par accepter. Et je ne vais pas dire à tort, parce qu'il fallait un jour qu'à un moment donné qu'on passe de l'autre côté. C'est juste que moi j'avais calculé qu'on aurait des problèmes après 18 mois et qu'on aurait le temps de se renforcer pendant 18 mois. Et en fait ça a été très vite. En fait nous on a fait genre une quarantaine d'animations parce qu'on était... en fait on était financé par l'éducation permanente, par la Fédération Wallonie-Bruxelles avec... un agrément en éducation permanente, et donc notre mission c'est de faire de la sensibilisation du grand public sur cette thématique. On était reconnus pour ça, et donc on a sensibilisé le grand public en faisant plus de 40 animations
sur l'Evras. Et donc sur l'Evras, c'est même pas pour dire l'Evras c'est mauvais, non, c'est dire voilà, il y a des choses qui ne vont pas dans le guide pour l'Evras, voilà comment s'outiller pour s'assurer que de préserver son enfant de toute dérive en fait. Voilà comment communiquer avec la direction pour justement être dans quelque chose de constructif. Donc on a commencé à faire ça en 2023, eh bien dès le mois d'août 2023, avant que le décret soit signé le 7 septembre 2023, eh bien, j'ai été viré d'un colloque. Donc, je co-organisais un colloque qui n'avait rien à voir avec l'Evras sur le continuum des violences sexuelles, à Verviers avec une autre association. Et l'autre association m'a envoyé une gentille lettre en disant, voilà, on a dû faire un choix difficile, mais finalement, vous ne serez plus co-organisateur. Et donc, j'ai appelé mon homologue coordinateur et il m'a dit, voilà, en 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. J'ai eu des pressions du PS, donc c'était le cabinet de Christy Montréal à ce moment-là, et ils m'ont dit qu'ils ne voulaient pas de remous par rapport à la question de l'Evras qui va bientôt être signée, donc ils perdent leur subside pour organiser le colloque s'ils me prennent avec. Et donc ça, c'est le premier moment où je me suis dit, ouille, ça y est, on est déjà ciblé. Et ensuite, eh bien, le 7 septembre, le colloque, le décret Evras est signé. 10 jours plus tard, les médias, la RTBF fait, j'ai ma tête sur la une sur les mises à prix, là. Exactement. On m'a traité de tous les noms d'oiseaux, complotiste, extrême droite, la pierre angulaire du réseau de désinformation sur la une de la RTBF. Et à ce moment-là, en fait, en moins de 10 jours, j'ai eu, en fait, mon employeuse, on va dire, qui est responsable de l'éducation permanente, c'était Bénédicte Linard, des écolos, ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ah oui, les écolos, ils ont de grandes valeurs humanistes. Et donc, surtout les Allemands, en fait, en 10 jours, je me tape un contrôle pour voir si on peut reconduire ou non mon subside. Et je peux dire qu'il n'a pas été reconduit, hein, ça a été vite. Hein. Je me suis fait cuisiner pendant 3 heures. J'avais beau... Je connais bien le décret sur l'éducation permanente, je sais quand même, même si, j'allais dire, même si c'était faux, même si c'était... Si je mentais, je connaissais par cœur, ce qui n'est pas le cas, hein, mais je connaissais par cœur justement les critères pour être en éducation permanente. Mais il y a quand même une sorte de flou pour dire oui ou non, je suis bien dedans. Et je me suis fait démonter. Même quand je disais blanc, c'était noir. Je me suis fait démonter. En 10 jours, ça. En 10 jours. En l'espace de 10 jours, on passe d'une association qui a pignon sur rue, qui fait bien son taf, à méchant d'extrême droite. Et qui défend les enfants. Et je le savais, hein, moi j'avais été rencontrer une députée écolo qui était pas loin, qui était dans le village, dans la ville d'à côté. Je lui ai demandé, voilà, je lui ai montré le guide. Elle m'a dit, ok, c'est pas normal ce qui se passe. Je lui ai dit, je vais avoir bientôt des pressions vu les enjeux qui sont derrière. S'il vous plaît, parlez-en justement à Bénédicte Linard pour qu'on me fiche la paix et qu'on me laisse faire mon boulot. Et donc, elle m'a dit oui. Et après, en moins de 2 mois, les écolos et le PS avouaient une haine contre... Une cabale. Une cabale, merci, bien vu, une cabale contre mon association. Est-ce qu'il y a des partis politiques qui vous soutiennent? Alors non, là, il s'agit de politique, apparemment, hein? Il n'y a plus vraiment. Là, je n'ai pas quelqu'un d'un parti qui m'a dit voilà, on va mettre des leviers en place pour vous aider pour la cause des enfants. Par contre, de par des contacts, clairement, je vais dire même au sein des écolos, eh bien, il y a une dissension sur ce sujet-là. Ah, ils sont quand même pas comme un seul homme. Là. Non, il y a des dissensions. Il y a quand même des gens qui ont pigé des trucs. Oui. En fait, ce qui est bien avec cette thématique, c'est pour ça que moi, par rapport à l'Evras, je suis beaucoup plus optimiste pour un changement significatif pour la protection des enfants que par rapport aux violences sexuelles physiques sur enfants. Parce qu'en fait, le guide, c'est l'erreur. Je ne comprends pas en fait les rédacteurs du guide pour l'Evras parce qu'ils ont été trop transparents. Ils ont été assez exhaustifs finalement dans ce qu'ils peuvent dire aux enfants. Et donc, toute personne qui, à la base, croit le narratif conventionnel, que tout est beau, il n'y a rien à voir, et on protège bien les enfants grâce à l'Evras, eh bien, dès qu'on lui met le guide sous les yeux,
eh bien, il sort en fait de ce déni de méconnaissance. Et donc, même au sein des écolos, eh bien, par intermédiaire, j'ai pu envoyer des éléments du guide qui posaient problème, notamment au ministre, il n'a rien à voir avec la santé, hein, mais c'est ça, le ministre Gilles Quinet. Et donc, il m'a été rapporté que plusieurs membres étaient furieux en fait d'avoir signé ce décret, en voyant qu'effectivement il y a un malaise. Donc ils ne lisent pas quand ils signent, quoi. Ah ben, en fait, quand ils ont signé le décret, ça a été une signature quasiment à l'unanimité, mis à part une ou deux personnes des engagés qui n'ont pas voulu signer le décret, qui se sont abstenus. Et donc une abstention est égale à un non, en fait, c'est dans leur code de fonctionnement. Mais sinon, personne ne connaît le guide, en fait. Donc personne ne l'a lu. Non. Et est-ce qu'il y a eu un lobby pour que les gens signent? Ou alors on l'a dit, c'est génial. Enfin, je voudrais savoir quel est le contexte dans lequel on signe ça sans l'avoir lu. Je suis un peu mon ingénu. Alors en fait, moi, de ce que je vois, de ce que je constate dans la littérature, qu'on peut retrouver, c'est que la Fédération des centres de planning familial et ses partenaires, en fait, poussent depuis plus de 10 ans pour rendre obligatoire l'EVRAS dans les écoles. Okay. Et à raison, ils ont dit il faut absolument qu'on crée un référentiel pour qu'on soit tous d'accord, que tous les opérateurs EVRAS soient d'accord sur comment on dispense de l'EVRAS. Et je pense que depuis 10 ans, eh bien, au fur et à mesure du temps, ils parviennent en fait à avoir des arguments d'autorité qui convainquent les politiques en disant voilà, nous on apporte ça à table, on est complètement en accord avec les directions mondiales de l'OMS et compagnie, on est en retard sur les autres pays, maintenant il faut avancer. Les standards de l'éducation, enfin de l'OMS, c'est depuis 2010 que c'est publié. Et là, on n'est qu'en 2023, par exemple. Et donc, je pense que c'est comme ça, par des arguments d'autorité, où finalement, il y a une ultra-minorité qui parvient en fait à passer ça. Est-ce que vous pouvez nous donner des arguments qu'on vous oppose? Moi, par exemple, quand j'en ai parlé, d'abord, j'en ai parlé à ma femme, elle m'a dit non, mais enfin, écoute, tu te fais des idées, c'est pas possible. Bon, alors il y a beaucoup de gens qui disent c'est pas possible. Je trouve que tu imites très bien ta femme, on la reconnaît tout de suite. Oui, mais il n'y a pas que ma femme aussi. Il y a plein d'autres là que je connais, des francophones qui ont des enfants et des amis comme ça qui me disent mais non, mais c'est très bien. Par exemple, ça empêche le harcèlement ou des trucs comme ça. Donc, quels sont les arguments en fait que vous opposent vos contradicteurs? En fait, comment est-ce qu'il peut justifier les phrases? Alors, donc la question c'est comment les contradicteurs en fait nous mettraient à mal par rapport à nos revendications en fait. Oui, je dirais en débat quoi. En fait, en débat, c'est très malaisant. C'est un débat. Oui, en fait, il y en a pas de débat. En fait, moi pour d'ailleurs une autre pression que j'ai vécue pour parler de débat, le lendemain de la publication du journal, la RTBF, de la Une, qui me traite de tous les noms. Le lendemain, je devais être sur le plateau de RTL vivement. C'est pas dimanche tous les jours. Avec. Je sais pas, j'ai pas le regard. Moi non plus, donc voilà, on s'en fout. Ça me fait mal au cerveau. Et tout ça pour dire qu'ils m'ont appelé en disant qu'il y a eu trop de pression et ils doivent me sortir. Voilà. Mais d'abord, c'était plutôt, on a dû faire un choix difficile. Il y avait trop de personnes sur le plateau. On a dû enlever les contradicteurs. Et donc, voilà. Et donc, j'aurais dit voilà, on peut être à l'aise. Je vais pas vous incendier ni rien. Vous pouvez me le dire. Est-ce qu'il y a eu des pressions? Et là, il m'a dit clairement. En fait, c'était le planning qui les a contactés. Je devais voir la ministre. Bénédicte Linard devait être là. Et donc, d'ailleurs, Bénédicte Linard, je suis content, ce jour-là, elle s'est fait allumer par De Borsu, le présentateur. De Borsu lui a posé une simple question. Il est marqué, page 210, connaître les avantages et inconvénients de la pornographie. Dites-moi les avantages. Oui, ça, je me rappelle de ça. Et elle s'est fait défoncer, en fait, parce qu'en fait, elle est là, oui, mais non, ça marche pas comme ça. Et en fait, il a reposé 3 fois la question, et puis après, il l'a balayé d'un revers de main en disant, voilà, vous répondez pas à la question, on passe à la suite. Mais moi, bien avant ça, en fait, c'était même en 2013, parce que cette situation s'est passée en France bien avant, quoi. En 2013, sous Hollande, il y avait Najat Vallaud-Belkacem qui avait mis en place, ministre de l'Éducation, qui avait mis en place l'abécédaire de l'égalité. Et donc, qui avait
certaines personnes qui ont été faire le travail de ce qu'était cet abécédaire de l'égalité et avaient ressorti les normes écrites par l'OMS. Et quand je montrais ça aux gens, parce que c'est des grilles, hein, donc je leur montrais avec la page et le lien vers cette page PDF, ils disaient que c'était des faux. Oui, bien sûr. En fait, donc ils n'y croient pas, en fait. Bien sûr. Et donc, pour revenir d'ailleurs donc à la question, qu'est-ce que disent les contradicteurs ? En fait, ils nous balayent, ils ne rentrent pas concrètement dans les éléments qui ne sont pas adaptés au développement de l'enfant, ils ne rentrent pas dans cette thématique et ils vont tenter juste de couper court au débat en disant vous êtes complotiste, voilà, vous faites de la désinformation. Et alors le plus intéressant, et les parents sont mis à mal par rapport à ça, c'est vous êtes rétrograde, vous êtes conservateur, etc. Mais sinon, dans le fond... Non, mais est-ce qu'ils disent, par exemple, mais l'Evras, moi j'entends, par mes amis, ils me disent, ah mais l'Evras, c'est fait quand même pour protéger les enfants, puisqu'il y a quand même des agressions sexuelles, il y a quand même du harcèlement, il y a quand même des trucs qui se passent dans les... Je parle même pas de pédophilie, hein, je parle des enfants entre eux, ou vous savez bien, des sextoys, pas des sextoys, des des textos, des sextos, des excusez-moi. Pas confondre sexto et sextoys. Non, je suis pas trop. Mais on prend en reparler des sextoys. On a des témoignages. Et donc, par exemple, par rapport à ça, les sextos et tout ça, donc ils disent, ben ça, l'Evras, c'est vraiment destiné à éveiller les enfants et à les éduquer là-dessus. Tout à fait. Alors, c'est un répondez argument. quoi à ça ? C'est comme ça qu'ils le vendent, en fait. En fait, oui, complètement. Et donc, en fait, sur la problématique, on est complètement d'accord sur cette problématique, qui est que, d'ailleurs, une étude, je ne sais plus, belge et franco-belge, mentionnait, donc moi-même, ça m'a terrifié, parce que j'ai des enfants, mentionnait que, statistiquement, de 13 ans à 25 ans, une personne sur 3 sera amenée à envoyer des photos de nus, de manière numérique. Et donc, c'est vrai que c'est un peu effrayant, vu qu'on connaît les dangers du numérique. Et donc, jusque-là, on est d'accord, en fait, avec les opérateurs Evras. Là où on n'est pas d'accord, c'est sur la manière de fonctionner, sur la stratégie, voilà. Et donc, eux, leur stratégie, c'est de dire, bon, si on sait que ça va arriver, autant les sensibiliser avant que ça arrive pour limiter la casse. Et donc, c'est comme ça qu'ils arrivent, avec page 285 du guide pour l'Evras, à noter dès 9 ans, pouvoir connaître les règles de base pour envoyer des photos de nus. Ah non, mais c'est comme si on disait, vous n'avez pas de sextape, on va en faire une tout de suite. Comme ça, on sait que vous l'avez. Il n'y a plus de problème. Alors, je n'irai pas jusque-là, mais moi, dans mes... Moi, je pousse à l'absurde. Mais voilà. Comment, dans les témoignages que je reçois, comment ça fonctionne ? C'est plus fin que ça. C'est... les enfants, c'est interdit d'envoyer des photos de nus, mais si vous le faites, voilà comment éviter les problèmes. Et donc, on cache le tatouage, on a un fond neutre derrière, et voilà. Et donc, du coup, quand on connaît justement un tout petit peu la psychologie du développement de l'enfant à cet âge-là, même jusqu'à tard, en fait, il est suggestible, il fonctionne par imitation et il est curieux. Et donc, quand on lui dit tout ça, eh bien, on a eu un témoignage, voilà, à Liège, où 3 gamines ont fait, dans les jours qui suivent l'animation, des photos de nus qui ont circulé dans l'école et à l'extérieur de l'école. Parce que ça peut avoir des conséquences. Vous parliez des conséquences, ça peut avoir des conséquences. Donc, de ce type, mais alors après, qu'est-ce qui arrive à ces gamines ? Il y a des conséquences traumatologiques. Et puis on a parlé aussi des traumatismes, mais je dirais tout au long de la vie, enfin, qui peuvent. Mais les conséquences directes qui peuvent arriver. Moi, j'ai entendu parler des choses. On avait éduqué les enfants avec les VARS ou les VRAS en France, je crois. Et puis, il y a eu des attentats à la pudeur, il y a eu des choses comme ça. Donc, il y a des conséquences quand même. Bien sûr. Directes, je veux dire. Soit des violences directes ou des violences invisibles et qu'on ne voit que plus tard dans le comportement de l'enfant. Et donc, c'est un autre thème qui fait un des fils rouges du guide pour les VRAS, c'est la question de l'identité de genre. Ah oui, et donc là, on a eu plusieurs témoignages aussi. Donc
dans le guide pour les VRAS, il est noté que dès l'âge de 5 ans, eh bien, il est bien de travailler avec les enfants, de faire un travail d'introspection, si on est bien une fille ou un garçon, que ça peut osciller tout au long de sa vie et qu'il y a toute une série de choses à mettre en place si ça oscille. Et donc, nous, on a eu plusieurs témoignages d'enfants qui sont revenus chez eux apeurés, en pleurant, angoissés, en ne sachant plus si c'était une fille ou un garçon. Et donc ça, c'est les enfants qui ont justement un système d'inhibition qui permet de parler. Tous les autres enfants où c'est rentré dans la tête et où on ne sait pas ce qui s'est passé, parce qu'en fait, ces enfants-là, à l'âge de 5 ans, et d'ailleurs dans cette vidéo de Jean-Dominique Michel, il en parle très bien. Il dit en fait, c'est très simple, un enfant à 5 ans, il doit absolument intégrer la différence des générations et la différence des sexes. Des genres. Oui, la différence des sexes, de comprendre que je suis une fille et l'autre c'est un garçon, etc. Et si on compromet ça, eh bien, ça peut créer justement des confusions importantes dans le développement de l'enfant avec toute une série de difficultés de développement. Donc en fait, moi je voulais revenir un petit peu plus haut. Vous parliez de stratégie. Donc, ce qui pose des problèmes, donc vous êtes capable de nommer toutes les pages, tous les exemples à telle et telle page, les problèmes qu'il y a, de faire des citations. Mais au-dessus de ça, il y a d'abord l'hypersexualisation des enfants, c'est-à-dire ça vient trop tôt, on met trop tôt des mots sur des choses qui sont, sur lesquelles on n'a pas à mettre de mots, donc ça devient conscient, et donc c'est une effraction dans leur psychisme. Et puis, il y a la question de l'identité de genre, qui est aussi quelque chose d'assez fondamental. Est-ce que ce sont des deux choses ? Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Oui, je vais dire qu'il y a un troisième volet qui est en lien avec les deux premiers volets, c'est cette forme de banalisation de la pornographie et des nudes, qui se rajoute, où là, les conséquences tendent vers finalement une forme d'incitation à la débauche. Et on pourra en reparler après, mais donc c'est comme ça que nous, on va attaquer, mettre en justice un opérateur EVRAS qui s'est investi d'une mission dans une école en tenant une permanence 2 fois par mois pendant les temps de midi et les récréations. Et donc, ils appelaient les élèves dès la première secondaire à rentrer dans la chapelle de l'école. Et à plusieurs reprises, eh bien, il y a eu une distribution de préservatifs et de lubrifiants donc, à des élèves qui peuvent avoir, comme c'était en début de l'année académique scolaire, eh bien, ils peuvent avoir encore 11 ans et demi en fait. 11 ans et demi. Voilà. Et donc, c'est l'affaire qui a été notamment relevée par Stéphane Cuvelier, c'est ça ? Tout à fait, exactement. Qui est d'ailleurs parrain de votre association. Qui est ambassadeur, tout à fait. Ambassadeur. Qu'on le salue au passage s'il nous écoute. Ouais. Et c'était où ? Donc c'est dans une école province de Namur, c'est ça bien que du coup c'est une école catholique puisqu'il y a une église, il y a une chapelle dans l'école et donc c'est tant qu'on n'a pas lancé la procédure, on ne donne pas le nom de l'école, mais on peut dire que c'est quand même dans le sud de la province de Namur. Mais donc si je comprends bien, il y a un lobby, on va dire, qui pousse un agenda à travers les plannings familiales pour mettre en place un documentaire pour aider les accompagnants au long de l'éducation des enfants sur des standards à mettre en place quand il y a des questionnements. On en est là. Après, ce que je me pose comme question, c'est... j'ai perdu mon fil. Bon. Qui reprend ? Je reprends. Est-ce que les professionnels de l'enfance, parce qu'il y en a comme Ariane Bilran, mais aussi Frédéric Goarégué, et il y en a d'autres en Belgique qui ont réagi. Est-ce qu'ils ont été d'abord, j'imagine qu'ils n'ont pas fait partie des gens qui ont élaboré les VRAS. Exact. Ils n'ont pas été franchement les professionnels, quoi. Ils n'ont pas été consultés. Et est-ce que après ils ont été écoutés au moins, parce que c'est quand même ils sont en première ligne. Est-ce qu'ils ont été écoutés par le gouvernement ? Alors, pas du tout. Non seulement ils n'ont pas été écoutés, mais quand ils ont tenté de prendre contact avec la ministre de l'Enseignement par le passé, qui était Caroline Désir, ils n'ont pas été reçus. Et en parallèle, les professionnels de la santé, comme des psychologues qui faisaient partie de PMS,
moi, j'ai eu des témoignages parce que eux avaient été consultés en fait pour justement à la relecture ou pour certains points du guide pour l'EVRAS. Et quand, d'après donc quelques témoignages que j'ai de psychologues, dont une qui était quand même pendant une période directrice de toute une circonscription de PMS dans la province de Liège, m'expliquait par téléphone que à partir du moment où elle mettait des réserves sur certains points du guide pour l'EVRAS, eh bien, ils se faisaient balayer d'un revers de main en disant que leur psychologie était aujourd'hui dépassée et rétrograde et que dès lors, il n'y a rien à voir. Et donc, il y a eu une forme, finalement, de totalitarisme mené par une ultra-minorité de travailleurs pour passer en force leur guide pour l'EVRAS. J'ai retrouvé mon fil. Je voulais en arriver à la conclusion que finalement c'était l'école qui se substituait aux parents pour tout ce qui était éducation sexuelle. Finalement, c'est ça l'EVRAS. Donc on amène des gens pour expliquer l'éducation sexuelle aux enfants ou la manière de l'appréhender en mettant de côté les parents. Là, je pense que les parents n'ont jamais été autant mis de côté, puisque il est rare qu'une école, mais je peux le comprendre en fait, je peux comprendre la logique, mais il est rare qu'une école prévienne les parents qu'il y ait une animation EVRAS. Et donc en fait, les parents soit ne sont pas au courant, ou soit quand il y a une animation, ou soit doivent se battre avec la direction pour savoir quand est la date pour trouver utile ou non de retirer leur enfant. Ouais. Parce qu'à la limite, moi, je veux dire un truc qui va peut-être choquer nos auditeurs, mais ça ne me choquerait pas qu'il y ait des parents qui veulent faire ça, c'est leur problème. Enfin, je déconseillerais de le faire, mais c'est leurs enfants. Je ne vais pas commencer à expliquer aux gens comment ils doivent éduquer leurs enfants. Vous comprenez ? Donc à partir du moment où les parents sont consentants, tant pis pour eux. Oui, mais là, il y a une absence de... Par exemple, l'histoire de la distribution des lubrifiants, une absence d'information, il y a une absence de consentement total. Tout à fait. Et les animations, de manière générale, il n'y a pas eu un consentement éclairé par rapport à ce qui va être dit dans la classe, surtout que finalement, on n'a que des bribes ensuite, puisque les animateurs sont seuls avec les enfants, puisque l'enseignant quitte la classe systématiquement, et donc il se passe quelque chose à huis clos, ou de là... Et après, on a les témoignages des enfants. Et après, moi, je reçois les témoignages de parents qui sont très mécontents parce qu'il se passe des trucs pas normaux. Non, mais je veux dire, s'ils étaient assez honnêtes pour dire aujourd'hui on va avoir Stevras, qui veut y participer, ça me choquerait moins. C'est ça que je veux dire par là. En fait, c'est ce qu'ils font pas. En fait, nous, en 2024, une fois que le décret a été promulgué au Moniteur belge, eh bien, on a fait aussi une levée de fonds à ce moment-là pour lancer un recours en annulation du décret EVRAS. Et donc, on sait bien que dans les codes judiciaires, on n'arrive jamais à annuler un décret entièrement. Et donc, on a attaqué quelques points du décret EVRAS en démontrant par le droit qu'il y a des éléments qui sont en fait idéologiques et qui entravent en fait l'article 24 de la Constitution belge justement sur la neutralité de l'enseignement qui exige que l'enseignement doit être neutre, doit respecter les référents idéologiques, philosophiques et religieux des parents. Et donc, a priori, on va gagner là-dessus. Après, mis à part si les jurés sont idéologisés à fond, au niveau du droit, on a gagné. Et donc, ça permettrait, si on gagne, ça permettrait d'obliger en fait les opérateurs EVRAS à faire une demande officielle aux parents pour dire s'ils veulent que leur enfant suive une animation ou non. Et là, on rentre déjà dans quelque chose de plus transparent. Alors, je voulais justement, quand je vous parlais des grands principes sur lesquels vous aviez des problèmes dans les VRAS, il y en a quand même un que vient de citer Lamine, c'est que l'école, donc l'État, en tout cas l'État, si ce n'est pas l'école, si ce sont des animateurs EVRAS, c'est dans l'école, se substitue aux parents. Et ça, c'est justement un des arguments aussi qu'on m'a envoyé en me disant, mais il y a des familles dans lesquelles la sexualité c'est tabou, il faut quand même que les enfants sachent un minimum, etc. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça ? On voit en fait le problème à l'envers en faisant ça. C'est-à-dire que si en fait les animations étaient adaptées au développement de l'enfant, on ne rentrerait pas dans tous ces délires-là en fait. Ça veut dire que nous, finalement, on milite pour que l'EVRAS, tout simplement, déjà soit transparent par rapport au programme, par rapport à ce qu'il donne comme élément dans les classes, que les parents sachent ce qui se passe et soit adapté au développement de l'enfant. Et donc nous, à partir du moment où tout ça serait OK,
La question se pose pas en fait. D'ailleurs, je m'en fous que ça soit obligatoire. Je pourrais même imaginer, comme en France, des animations Evras 3 fois par. En France, en fait, ils veulent que ça soit 3 animations par an dans chaque classe. Moi, ça ne me dérangerait pas à partir du moment où on est dans une vision coéducative avec les parents, où il y a quelque chose de constructif. Moi, par exemple, il pourrait y avoir des animations hyper soutenantes pour les parents sur les dégâts de regarder trop l'écran. Il y a plein de thèmes qui sont en fait super bien abordés. Donc, je pense d'ailleurs qu'il y a certains animateurs Evras qui sont d'ailleurs très bons et je le sais, il y a certains PMS qui disent, nous, le guide pour l'Evras, on ne le reconnaît pas. Nous, quand un enfant pose une question délirante à l'âge de 9 ans, on ne va pas lui répondre devant toute la classe. On attend que ça se finisse, on l'attend à la sortie, et nous, on va le questionner pour voir s'il n'a pas vécu une effraction psychique avec de la pornographie ou autre. Et donc, cette question de dire, et c'est vrai, c'est une question qui coince les parents en disant oui, mais il y en a toujours des parents qui n'expliquent pas aux enfants le cycle menstruel, etc. Mais en fait, on s'en fout, en fait. Dans le sens, je vais être dur, mais des parents dysfonctionnants, il y en aura toujours. Il y en aura toujours, donc. Mais c'est pas les parents plutôt qu'il faudrait aider. C'est ça. Quand je dis aider et soutenir, mais bien sûr, pas éduquer. Mais moi, je pense que c'est la clé. Par exemple, la pornographie aujourd'hui est un vrai fléau. C'est connu et reconnu par plein d'études aujourd'hui que dès l'âge de 11 ans, il y a beaucoup d'enfants qui sont amenés à avoir des images pornographiques, par inadvertance ou par curiosité. Et donc, c'est un réel problème parce qu'on peut démontrer en fait les dégâts violents que ça peut causer aux enfants. Sur le développement du cerveau, et donc, à nouveau, par rapport aux opérateurs Evras, on est d'accord sur cette réalité-là qu'on doit faire quelque chose. Le problème, c'est que c'est à nouveau, c'est les moyens mis en place pour aider. Eux, ils sont là avec, je crois que c'est page 197, ils disent qu'ils peuvent parler des influences positives et négatives dès l'âge de 9 ans, des pornographies. Ils sont très précis, c'est des pornographies. Et donc, nous, on n'est pas dans ce délire-là. Nous, on est là plutôt de, tiens, est-ce qu'on sait mettre en place des outils pour diagnostiquer, pour identifier des enfants qui ont déjà, en fait, vécu des effractions du psychisme avec de la pornographie ou qui sont carrément, en fait, addicts à ça. Et là, il faut carrément outiller les parents pour sortir leur enfant de ce fléau, en fait. Et donc, je pense qu'une des solutions, c'est ce que vous venez de dire, c'est de travailler, en fait, c'est de mobiliser un maximum les parents et de les outiller un maximum. Est-ce que vous mettez dans le même panier, si je puis dire, ou est-ce que vous luttez aussi, vous faites en parallèle avec les lectures de drag queen dans les bibliothèques pour les jeunes? Est-ce que c'est aussi un de vos combats, ça? Vous pensez que c'est une bonne chose? Parce que c'est sponsorisé à Bruxelles. Ça existe, là, je sais qu'il y en avait une à Gansoren, donc une des communes de Bruxelles, bibliothèque de Gansoren, sponsorisée par... Ça s'est passé aussi à Jean-Blot, puisque l'association est basée à Jean-Blot. Tout à fait. Et j'étais la voir. Ouais. Et alors? Et donc, en fait... C'est vraiment intéressant parce que moi, quand j'étais voir, donc je n'ai pas été avec mes enfants, c'était avec vous n'êtes pas un progressiste, ça, c'est votre côté complotiste. J'ai eu l'accord du bourgmestre pour rentrer dans ce contexte. Et je vais dire, les lectures que la drag queen a lues étaient tout à fait correctes. Vraiment. Il n'y avait pas d'idéologie. La chef de Monsieur Seguin. En tout cas, moi, mais vraiment, ce n'est pas un bon exemple. Non, les lectures, c'était vraiment à chaque fois, ça montrait, en fait, ça mettait en valeur plutôt une personne qui était un peu spéciale. Voilà, c'est genre une héroïne plutôt qu'un héros. C'est tout. L'héroïne, c'est mauvais pour les enfants. Mais donc moi, jusque-là, ça va. Moi, donc les lectures étaient tout à fait correctes. Par contre, moi, j'ai eu un témoignage d'une bibliothécaire à Liège qui me disait que non seulement les lectures, mais que le message passé était tout à fait idéologisé. Et là, on rentre dans quelque chose de très malaisant. C'est pas pour rien que ce sont des drag queens. Alors, moi, ce que j'ai à reprocher ce jour-là, c'est que tout simplement que pour moi, en fait, la personne qui est déguisée, eh bien, c'est pas, qui est habillée comme une drag queen, eh bien, les habits ne sont pas adéquats, en fait, pour la vue d'enfants qui ont 3 ans, en fait. Et donc ça, c'est pas OK. C'est pas OK pour moi qu'une commune
qui est censé être neutre, en fait, fait rentrer en fait des personnes qui militent, on va dire, pour leur genre, etc. À partir du moment où ça peut en fait mettre à mal justement les repères d'un enfant. Pour moi, ça c'est pas ok. Mais après, c'était pas obligatoire d'y aller. Donc c'est-à-dire que les parents choisissaient d'y aller. Donc, et c'est là où moi, franchement, j'en fais pas mon combat du tout parce que j'ai autre chose à faire. Mais ici, on est dans des situations où je suis complètement d'accord avec toi. On est dans des cas où le parent est consentant. Le parent, en fait, amène son enfant. Je vais dire, il y a des parents qui amènent leur enfant dans un café. Et dans le café, malheureusement, il y a une table où il y a 3 personnes qui sont juste pas des bonnes personnes, où l'ambiance est vraiment pas bonne, où les gens font peur, etc. Et les dégâts seront bien autres que ce moment-là. Hein. Donc là, je vais dire, ça relève de la responsabilité des parents. C'est ça. Et c'est qui les parents? Moi, j'aimerais quand même savoir, c'est qui les parents qui amènent des enfants à ce genre de truc? Alors, je pense que ces parents-là, en fait, sont des personnes qui pensent très honnêtement qu'il est très important d'être dans l'inclusion, d'être dans l'acceptation de tous et veulent sensibiliser justement leur enfant à la question du respect des minorités. Oui, et je pense que ça part d'une bonne intention. Voilà. C'est même politique. C'est pour dire, vous voyez, je suis vertueux. J'emmène mon enfant à des trucs... Drag queen, je sais pas, si vous êtes bruxellois, on est tous allés chez maman. Mais chez qui? Mais on les rencontre dans le monde de la nuit, les drag queens. Voilà. À la limite des travestis, puisque ce sont des travestis, mais les travestis, on peut en rencontrer dans la rue. Il y en a pas beaucoup, mais ça arrive. On peut tomber dessus, et c'est vrai que les enfants peuvent poser des questions et on peut leur répondre. Mais là, c'est quand même une confrontation entre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme de passer par une rue pleine de prostituées pour aller sur le chemin de l'école. Non mais regarde. Enfin, un détour quand même, non? Il y en a qui pourraient être choqués qu'un catholique amène son enfant à l'église parce que c'est arriéré. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'est le choix des parents. Là moi, ça me choque pas et je vais pas militer contre, en fait. C'est quand tu l'imposes qui m'a... Oui, enfin, je parle d'un spécialiste de l'enfance. Voilà, ici comme il le dit, en fait, la représentation qu'on se fait du drag queen, c'est le monde de la nuit. Et donc, je vois pas le lien entre le monde de la nuit et des enfants qui ont 3 ans. Je ne vois pas le rapport. Je des conseils, moi aussi. Par contre, pour aussi les défendre, je peux dire que la drag queen était tout à fait dans le respect. Ça veut dire qu'à celui-là, cette personne-là, en fait, à aucun moment a commencé à retourner le cerveau de l'enfant, dans le sens quand l'enfant lui posait une question, la personne disait voilà, je suis un homme et je suis déguisé. Ah ouais, mais ça, il est très clair. Et donc, parce qu'on entend quand on voit certaines vidéos, c'est pas du tout ça qu'on voit. Hein. Tout à fait. Et c'est parce que vous étiez là, peut-être. Je sais pas. En tout cas, il y a eu une grosse tension que vous étiez ce jour-là. Il savait que vous étiez là. Donc, en tout cas, le bourgmestre, il savait que le bourgmestre était là. Et c'était un bourgmestre de quelle obédience engagé. Maçonnique. Pardon. Non, engagé et dans sa ville, il fait du bon boulot. Et chez Innocence en danger, vous vous occupez également des cas de violence directe sur les enfants par les parents ou l'entourage, la vraie violence entre guillemets. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui déborde, quelque chose dont on n'a pas vraiment les chiffres? Est-ce que les gens en général n'ont pas l'idée de ce qui se passe? Est-ce que pour vous c'est assez représentatif? Alors non seulement les gens n'ont pas idée des chiffres, mais de ce qui se passe non plus au niveau de la Belgique, dans le sens où... vous pourriez nous faire un peu un résumé, même s'il est terrible? Je vais essayer d'être succinct, parce que là, c'est une autre, interview, mais je vais essayer d'être succinct. Donc, selon les chiffres du Conseil de l'Europe, c'est un enfant sur 5 qui est victime de violences sexuelles. Et donc, ça rejoint le documentaire de Carl Zero, 1 sur 5. Là, et de Meracellier, la présidente d'Innocence en danger, qui a financé ce documentaire, qui je recommande à tout le monde, mais c'est une douche froide parce que ça résume plus de 8 heures de documentaire et ça touche à toutes les violences sexuelles, de réseaux pédocriminalité, violences institutionnelles dans des centres, violences intrafamiliales, ça touche tous les niveaux. Il est assez dur à regarder, en fait, ce documentaire. Et donc, en Belgique, moi, je me suis spécialisé dans les violences sexuelles et intrafamiliales.
Et en fait, le problème, c'est que nous, on a une série de dossiers qui concernent des enfants entre 3 ans et 9 ans. Et en fait, quand la mère fait un signalement dans le service de l'aide à la jeunesse pour dire que voilà, sur base de tel et tel élément, eh bien, on suspecte le père de violences sexuelles. Et donc, c'est des éléments étayés par pédopsychiatre, par médecin légiste, par une psychomotricienne qui peut elle-même faire le signalement, par exemple. Eh bien, dans tous les cas, vraiment dans tous les cas que j'ai, évidemment, j'ai sans doute que les mauvais dossiers, eh bien, l'enfant n'est pas reconnu victime. La mère, en fait, se fait prendre pour une folle par les institutions. Et si, dans son parcours institutionnel, la mère a l'audace de persister dans ses allégations, eh bien, elle perd la garde de l'enfant et l'enfant est envoyé soit chez le père ou soit en institution placée par le juge. Je sais que c'est arrivé en France. C'est systématique. C'est systématique. Ah oui, la différence avec la France, c'est que nous, en Belgique, on n'a pas de littérature. Et c'est comme ça, qui objective la problématique. Et c'est comme ça que j'ai refait des études. Donc en 2019, j'ai refait un master en ingénierie et action sociale, justement, et j'ai fait mon mémoire sur les dysfonctionnements institutionnels. Et donc j'ai pu interviewer des travailleurs sociaux jusqu'au cabinet ministériel de l'aide à la jeunesse. Et c'est eux-mêmes qui le disent. Ils le disent, voilà. Ça vient d'où, ça ? Vous avez réussi pourquoi cette manière de procéder ? Parce que je sais qu'en France, apparemment, c'est relié à l'affaire Outreau, il me semble. D'Outreau. Le village, c'est Outreau, ça s'appelle. Oui, mais c'était l'affaire d'Outreau, donc avec notamment. Fourniret Non, c'était pas Fourniret. C'était un espèce de réseau où des enfants ont été abusés. Et à l'époque, celui qui a pris la défense des c'est le merveilleux Éric Dupond-Moretti. Tout à fait. Que l'on ne salue pas, par contre. Qu'on ne salue pas du tout. Oui. Et qui a mis l'accent sur le fait qu'on ne pouvait pas faire confiance à un témoignage d'enfant, en fait. Oui, la théorie c'est la théorie des enfants menteurs, voilà, qui effectivement a encore un impact. Mais ici, dans nos procédures, on ne parle pas réellement d'enfants menteurs, c'est encore plus vicieux que ça. On parle de mères, c'est le concept de l'aliénation parentale, qui est que inconsciemment la mère veut faire du tort au père suite à la séparation, et inconsciemment elle induit des choses dans la tête de l'enfant. Et donc c'est assez délirant parce qu'en fait nous dans nos dossiers on se base que sur des éléments factuels, et donc d'un côté on a un faisceau d'indices qui étaye qu'il y a des violences, et là en fait la mère est dans l'obligation de faire quelque chose pour son enfant, sinon c'est une forme de non-assistance à personne en danger. Et d'un autre côté, eh bien, on dit qu'elle est toxique, qu'elle est aliénante ou qu'elle aurait le syndrome de Munchausen, sans étayer. Gratuitement. Ouais, c'est le Joker, quoi. Et ça permet en fait de liquider tous les dossiers très rapidement. C'est comme ça que les travailleurs sociaux, les psychologues sont formés. Et donc, c'est ce qui crée des drames pour ces mères qui se font détruire. La situation belge est assez catastrophique, donc. En fait, elle est aussi catastrophique qu'en France, mais pour moi, elle l'est plus puisqu'on a 20 ans de retard, puisque on peut le retrouver sur notre site internet, puisque en France, déjà en 2003, on avait un rapport de l'ONU qui expliquait tout ce que je disais ici. Et donc ici en Belgique, et là maintenant en France, on a, grâce au juge Durand, qui avait pris la tête de la Civis avant de se faire virer, eh bien il a quand même sorti un rapport de 700 pages avec des recommandations merveilleuses. On pourrait faire un copier-coller et en fait sauver énormément d'enfants en Belgique. C'est juste qu'ici en Belgique, il ne se passe rien. Et donc nous d'ailleurs pour justement... Et vous faites du lobby justement pour essayer de se changer? Et nous en fait ce qu'on a fait les premières années avant de se faire discréditer à cause de l'Evras, eh bien on avait un partenariat avec le délégué général aux droits de l'enfant dont c'est sa mission. À ce moment-là c'était Bernard Devos qui me disait lui-même voilà moi j'ai des dossiers comme vous, je vous crois et il y a encore des situations qui m'empêchent de dormir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et il était à la fin de son mandat donc il s'en foutait. Okay, et donc on a créé un groupe d'experts justement pour en fait formaliser ce dysfonctionnement. Tant qu'il n'y a pas de littérature qui pointe du doigt un dysfonctionnement, le problème n'existe pas pour le milieu institutionnel. Et donc, c'est ça qu'on voulait faire en premier. Et donc, après, il y a eu l'Evras, et puis je me suis fait dégager du... Donc, il pourrait tout à fait y avoir un rapport, par exemple, un rapport parlementaire, une commission ad hoc, un rapport parlementaire sur les dangers pour l'enfance, les violences sexuelles faites à l'enfance en Belgique. Il pourrait tout à fait y avoir ça. Complètement. Pourquoi ils ne le font pas alors? C'est parce que ça ne fait pas partie des priorités du gouvernement. On dirait que c'est aussi une institution en Belgique. C'est un peu stressant parce que déjà l'image du pays est déjà pas à ce niveau-là est pas géniale. On part de l'affaire du trou même avant et on fait un espèce d'itinéraire pour on arrive à ce constat en 2025. C'est un peu glauque. C'est un sujet qui n'intéresse de fait
peu les politiques. C'est un sujet qui est complexe parce que le dysfonctionnement, il est systémique. Ça touche autant les SAJ, SPJ, tous les acteurs qui gravitent autour. Ça touche aussi les juges de la jeunesse et de la famille. Et donc, en fait, là, on a une réelle... on fait face à un réel défi qui exige un changement de pratique significatif. Et donc nous, on en a, en fait, après quelques années de tentatives pour dialoguer avec ces institutions, maintenant on en a marre, on voit que personne, tout le monde s'en tape de cette thématique. Et donc maintenant, on passe à la vitesse supérieure et on fait comme avec l'EVRAS. Maintenant, eh bien, quand on a suffisamment de données pour attaquer une institution qui dysfonctionne, eh bien, on fait une levée de fonds et on attaque l'institution. Et vous pouvez donner un exemple ? Mais là, en fait, franchement, si on avait un donateur qui avait beaucoup de sous et qui nous donne une belle enveloppe, sans déconner, on pourrait attaquer toutes les institutions concernées par rapport à la prise en charge des enfants victimes de violences sexuelles. On fait un appel pour un mécène, donateur, des mécènes, voilà, des donateurs, n'hésitez pas. Et donc ici, moi, actuellement, ce qu'on avait fait en novembre 2024, c'est un appel de fonds pour attaquer un peu. On fait avec ce qu'on peut, donc je pourrais attaquer l'État aujourd'hui, je pourrais attaquer certains tribunaux, etc. Mais là, on s'attaque à une association qui est clairement dangereuse. C'est un service résidentiel d'orientation et d'observation qui accueille en fait les enfants quand la justice se dit ok, on comprend pas très bien le problème, est-ce que c'est les parents qui sont en conflit, est-ce que le père c'est vraiment un prédateur, on ne sait pas, donc on l'envoie dans un centre qui est plutôt une bonne idée d'observation. Et en fait, ce centre-là, on a eu plus de 4 maires qui sont passés par là dans la même période, et systématiquement, le rapport est complètement délirant qu'on fait sur la mère, mais complètement. Il part dans des théories psychanalytiques, il part dans des faux en écriture, il part dans des théories et des hypothèses qui ne sont pas étayées, il part dans des observations qui relèvent de leur interprétation personnelle, et donc c'est complètement délirant. Et eux, on n'a pas réussi à aller jusqu'aux 12 500 €, mais on a déjà obtenu environ 5 500 €, et ça sera suffisant pour, dans les mois qui suivent, pour lancer la procédure. J'ai une question plus personnelle, Verlaine. Il faut avoir le cœur bien accroché. Ah, c'est sûr qu'il faut... Donc moi, j'ai perdu malheureusement mes 2 collègues suite à la perte de subsides en éducation permanente. Ils ne sont pas morts, rassurez-nous. Ils sont pas morts, ils ont été congédiés malheureusement, mais c'est clair que toutes les personnes qui sont rentrées dans mon association en tant que volontaires ou en tant qu'employés, je voyais bien que certains ne feraient pas long feu en fait. Il faut un ancrage assez solide. Il faut avoir... ouais. Mais justement, à titre plus personnel, qu'est-ce qui vous motive dans ce combat, vous ? Alors, il y a... On ne peut pas acheter. Enfin, ça dépend du prix, toujours, non ? Il paraît que personne n'est incorruptible. Je ne sais pas, en tout il cas... paraît. Peut-être personne. En tout cas, ma ligne, elle est claire. Donc, on verra si on arrive à me corrompre. Mais jusqu'à présent, on n'a jamais essayé de me corrompre. Mais, depuis moi l'âge de 14-15 ans, à plusieurs reprises, eh bien, j'ai été confronté, pas moi personnellement, mais j'ai vu des personnes dans mon entourage avoir été victimes de violences. Et ça m'a énormément touché. Et quand j'ai vu d'ailleurs une amie qui est partie dans plusieurs centres, etc., après avoir vécu un viol collectif, j'ai vu qu'elle était très malmenée dans ces centres, ça se passait très mal. Et je ne savais pas expliquer pourquoi ça me touchait, mais de manière épidermique. Et donc, en parallèle, j'avais aussi vu un documentaire, c'était un film qui parlait du trafic d'êtres humains. Et ça m'avait horrifié. Et en fait, je m'étais dit, suite à tout ça, à l'affaire du trou, où je m'étais plongé là-dedans naturellement, eh bien, j'ai lu les 1230 pages du dossier bis du trou qui avait fuité sur Wikileaks. Et c'est à ce moment-là où je me suis vraiment dit, j'ai fait un travail d'introspection sur moi-même pendant 6 mois en me disant, mais tiens, soit j'oublie tout ça, et c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui sont abominables, et c'est la vie, et voilà, il y a l'ombre et la lumière, j'en suis conscient et je passe à autre chose, ou alors je voue ma vie pour ça. Et donc, au bout de 6 mois, je me suis dit, voilà, quand j'aurai cette cervelle, je ferai quelque chose là-dedans. Et c'est comme ça que je suis arrivé à développer Innocence en danger Belgique. Mais c'est encore pire quand on a des enfants. Ben, figurez-vous qu'en fait, avec ma femme, on a commencé à avoir des enfants, eh bien, elle a pu plus s'impliquer comme moi.
Elle a dû lever le pied et donc aujourd'hui, elle est passée de juriste à institut maternel. Et donc, ce qui donne des conversations très spéciales en fin de journée. Mais effectivement, elle exige que je la préserve d'une partie de la réalité de mes dossiers. Ouais. Mais moi, ça va. Moi, je vais dire, en fait, j'ai un truc qui fait naturellement que je suis bien ancré et que j'espère qu'on ne va pas me prendre pour un fou, mais moi, cette thématique me passionne. Je pense que je suis très optimiste. Je vois qu'on peut amener des changements. Par rapport à l'Evras, je pense vraiment que si on me laisse faire mon boulot, qu'on me soutient de plus en plus, je pense amener des changements significatifs en 5 ans. Par contre, les violences sexuelles intrafamiliales avec tous les dysfonctionnements, il va falloir 10 ans parce qu'en fait, là, le dysfonctionnement, il touche tellement de structures que là, il faudrait... et c'est toutes les couches sociales, on est d'accord. Oui. Moi, dans les dossiers que je reçois, eh bien, j'ai finalement les personnes qui me contactent sont plus finalement de. Oui, non, on a le milieu aisé, on a tous les milieux. On a tous les milieux. Oui, tout à fait. L'idée, le stéréotype qu'on se fait que. C'est les cassos. Oui, c'est faux. C'est faux. Ouais. Non, complètement. Ouais. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on, malgré tout ce qu'on a dit et qui est assez tragique, on va quand même rester sur une note positive. C'est pas mal, ça, quand même. Voilà, si je peux faire mon appel c'est le moment. Au soutien. Nous relayons cet appel. Voilà, donc comme je le disais, on a quand même des animateurs qui fonctionnent en roue libre et qui se croient permis de tout faire, jusqu'à aller donner des lubrifiants à des gosses dès l'âge de 11 ans. Et donc je pense vraiment que si on laisse faire ce genre de dérive, en fait, on laisse la porte ouverte à toutes les dérives en Wallonie-Bruxelles. Et donc on peut mettre fin à ce genre de délire. Et c'est comme ça que je fais une levée de fonds où on a déjà bien avancé, puisqu'on est à 8 000 et des poussières sur 12 500 €. Et l'objectif, c'est de lancer une procédure au civil contre cet opérateur qui se croit tout permis. Donc on trouve tout ça sur votre site. Oui, tout à fait. Donc le site, c'est bien innocenceendanger.be, tout accroché, innocence en danger. Ouais. Tout à fait. Voilà. Il faudrait peut-être faire une demande de don à M. Musk. Apparemment, la pédocriminalité, ça ne lui plaît pas du tout, donc il a déjà mis les doigts dans ce qui se passe en Angleterre. M. Musk, si vous nous écoutez. Plaisanterie mise à part, il y a peut-être quelque chose à faire sur X. Si quelqu'un a des contacts. Si quelqu'un connaît quelqu'un. Et si vous avez beaucoup d'argent, si vous ne savez pas quoi faire de votre argent, si vous voulez être un donateur et un mécène à une cause très utile et à changer les choses, c'est maintenant, donc innocenceendanger.be. Voilà, merci Verlaine Urbain pour cet entretien. Merci beaucoup. Et donc on rappelle aussi que vous pouvez continuer à commenter, partager, propager Artemus et notre travail, nos activités. Et donc merci de nous avoir suivis et de continuer à le faire. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro du Monde d'à peu près.